demain au niveau de Washington avec vous. On sait, Washington, on peut voir qu'en ce moment, là, on peut suivre là, Trump qui est en train de faire son bal d'inauguration avec ses militants, avec un certain nombre de personnes qui vont parler. Voilà, donc c'est quand même un événement que même les télévisions canadiennes montent en direct ici et toute la journée demain, on va voir, le monde entier sera presque en train de vouloir suivre cet événement. Donc, dernier point, peut-être un dernier tour de table pour prendre de bons avis les uns aux autres. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un monde optimiste? Est-ce qu'on peut être optimiste dans le monde dans lequel on s'approche, on va dire ça comme ça, le monde de Trump, de Trump 2? Est-ce que tu peux reprendre un peu ta question, Mike? Quelle est votre vision de ce monde dans lequel on va vivre? Est-ce que c'est plus d'optimisme ou peut-être d'appréhension, vous sceptique par rapport à Trump 2, ce monde-là? Parce que là, je faisais un peu le parallèle avec cette festivité qu'on voit, cette ambiance, on voit beaucoup d'électricité, mais à quoi vos pensées, quelles sont vos pensées, vos sentiments, et non? Tu te dis, et quelles sont aussi tes attentes? Est-ce que tu te dis que oui, Trump 2, ça sera peut-être une meilleure économie? Peut-être il y en a qui disent moins de wokisme, peut-être plus au niveau des relations internationales, peut-être plus d'équité. Comment toi, tu perçois ces choses, le monde dans lequel on s'avance, le monde de Trump 2? Oui, ça c'est une excellente question parce qu'il faut dire que les États-Unis restent la première puissance du monde et donc ce qui se passe là-bas influence le reste du monde le lendemain. Et donc, c'est quelque chose à analyser de très près. Alors, Trump 2, personnellement, à la vue de ce qu'il a fait pendant son premier mandat, un peu fille de la fin du mandat qui était qui était très problématique avec les affaires du 6 janvier qu'on a eu à balayer déjà. Quand je regarde ça et quand je regarde ce qu'il a eu en interne qui ne lui a pas permis d'atteindre, ou du moins qui lui a mis plutôt des bâtons dans les roues pour essayer de faire ce qu'il voulait faire, et quand je regarde donc l'expérience qu'il a déjà eue en matière de comment fonctionne Washington, en matière de comment fonctionne la présidence, en matière de comment collaborer, je pense personnellement que ce sera un meilleur mandat que le précédent qu'il a fait. Je pense que les résultats seront grandioses. En termes économiques, surtout pour les États-Unis, parce que là, j'habite aux États-Unis, donc je parle. Oui, tout à fait, absolument. Pour le reste du monde, ça peut être autre chose. Je pense que pour les Américains, en côté économie, ce sera quelque chose de très bien. Côté principe de vie, tel que le wokisme, comme on peut le dire, je crois que ça là va descendre parce que déjà, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement parce que déjà, il n'y a pas de définition. C'est chacun qui tire là où il veut tirer. Et quand il n'y a pas de définition et on nous impose quelque chose sans définition, il faut savoir que quelque part, quelqu'un est en train de tirer les ficelles pour amener ça dans la direction où il veut et nous, on est en train de suivre. Et ça, je n'aime pas. Donc, j'aime que son administration soit en train de mettre un petit terme à cette affaire-là pour diriger le pays sans parler de woke idéologie et autre chose. Maintenant, sur le côté international, je pense qu'on peut aussi être tout à fait unanime que ce Trump, le monde a été plus paisible pendant son premier mandat. Maintenant, on a une situation un peu chaotique et je pense personnellement qu'on va revenir au calme qui a animé son premier mandat parce qu'il a cette façon de gouverner un peu imprédictible. Et du coup, les autres leaders font beaucoup attention à comment est-ce qu'ils prennent le commentaire qu'il fait. Du coup, chacun est un peu sur ses gardes
et personne ne fait de mauvais pas parce qu'il est imprévisible, personne ne sait jamais comment il va réagir par rapport à quoi que ce soit. Et je pense que ça a peut-être contribué à ce que le monde soit paisible. Je pense que ça contribuera également cette fois-ci. Sur le côté économique par rapport aux États-Unis, je disais tantôt que je pense que l'économie sera bonne. Pour moi, personnellement, je pense que l'économie, c'est ce qui, drive tout. Est-ce que tu bases ça sur le fait qu'il a dit qu'il va relibérer la production de l'énergie, toutes les restrictions qu'il y avait sur le grilling, grill baby grill, toutes ces affaires-là, et que on part du fait que ça va peut-être baisser les prix. Et peut-être à Jules Florent, j'aimerais son intervention tout à l'heure. Nous, les tarifs, pourquoi je parle de Jules Florent? Parce que on sait aussi que Trump veut imposer les tarifs au Canada, au Mexique, à d'autres. Mais comme tu as dit, c'est sûr que ça sera bien pour les États-Unis. Est-ce que ça sera nécessairement bien pour d'autres pays? Bon, ça c'est à voir. Est-ce que je disais donc la question c'était est-ce que c'est parce qu'il va focaliser sur l'énergie et sur ces tarifs-là que tu penses que l'économie sera bonne, ou bien parce que tu te dis, parce qu'il va leverage tout ce qui est intelligence artificielle avec Musk à ses côtés et tous ces gars-là, que l'économie sera bonne? Déjà, pour commencer, les éléments que tu soulèves, Elon Musk, l'énergie et autres, font partie de ce pourquoi j'ai dit que l'économie sera meilleure. Mais il faut commencer par dire que c'est un homme d'affaires, un excellent négociateur. Et je crois qu'avec lui, déjà dans son premier mandat, il y a eu la renégociation des accords de partenariat avec le Mexique et le Canada qui ont fait que le déficit en défaveur des États-Unis dans ces accords auparavant ont été réduits significativement, ce qui fait que les États-Unis se sortent un peu plus grandis de ces interrelations. Et je crois que ça joue énormément à sa façon de négocier. Et maintenant, quand on prend quelqu'un comme Musk, donc Musk, surtout, il faut prendre Musk et Vivek, qui sont chargés de diriger cet organisme un peu parallèle. C'est vrai qu'on l'appelle département, mais qui ne peut pas être un département. Department of Government Emergency. Je pense que ces deux gars sont d'excellents businessmen, des gars qui excellent dans ce qu'ils font. Et je pense que s'ils n'essayent pas d'aller trop loin, parce qu'il faut toujours savoir qu'avec un pays, il ne faut pas aller trop loin comme on va trop loin avec une entreprise privée. Une entreprise, s'ils ne vont pas très loin, je pense qu'ils peuvent vraiment couper une grande partie du budget qui va dans des programmes que personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer où va cet argent à la fin de la journée. Et je pense que ça fait du retour dans les caisses de l'État et qui pourront repartir dans d'autres directions. Et l'énergie, tu l'as mentionné, je crois que sur le bac, j'ai déjà dit que l'énergie, c'est la clé de tout. Tout tourne autour de l'énergie. Tu baisses le coût de l'énergie, peut-être que tu ne vas pas baisser le coût de la vie, mais tu vas empêcher au coût de la vie de continuer à grimper. De continuer à grimper, absolument. Mais Jules Florent, on en revient, je sais que toi, les relations internationales t'intéressent souvent. Au niveau de la guerre en Ukraine, on sait que Trump a des positions, ça on le sait aujourd'hui, qui sont un peu différentes de celles de l'administration Biden. Beaucoup de ces nominés ont essayé d'arrêter le fait qu'on continue d'envoyer l'argent à l'Ukraine. On sait même que l'un des problèmes que Mike Johnson a failli avoir le Speaker of the House, c'est parce que lui, il a toujours greenlighté tout ce que Biden demandait pour donner l'argent à l'Ukraine et que, quelque part, son caucus a failli le renverser pour ça. De ce point de vue-là, la guerre en Ukraine n'aura pas la même position. On voit aussi que côté en Palestine, tout ce qui est au niveau de Gaza, Trump a une position beaucoup plus ferme. Il est pour qu'il y ait la paix en Palestine, pour que les Palestiniens puissent vivre, mais on voit bien qu'il donne le upper hand à Netanyahou. Ça, c'est de ce côté-là. Au niveau de l'Afrique aussi, qu'est-ce que toi, tu penses que Trump, son premier mandat a montré qu'il n'était pas cosy avec les dictateurs africains. Et avec ce qui se passe avec la France, où on voit qu'il y a ces libérations avec un Trump, est-ce que l'Afrique a un meilleur jeu à tirer? Et peut-être, si tu as aussi un peu de temps, de nous dire quelque chose sur les tarifs imposés au Canada et les relations avec le Canada. Voilà. La question est un peu longue, il y a plusieurs aspects, mais bon. Alors, déjà, je vais commencer un peu par la fin. Au niveau des tarifs qu'il va négocier avec le Canada et le Mexique, je pense qu'il va négocier de meilleurs tarifs, mais je crois qu'il finira par s'entendre avec ses deux voisins immédiats. Ce serait une folie pour les États-Unis d'Amérique d'être en guerre ouverte
en guerre économique ouverte avec le Mexique et avec le Canada. Ça aurait des impacts majeurs sur les États-Unis. Je ne pense pas que Donald Trump, comme disait Innocent, c'est une question de bonne mesure, hein, ira jusqu'à cette Mhm. extrémité. Je crois que c'est des éléments de langage pour mettre la pression sur ses partenaires de négociation afin qu'il obtienne une meilleure position pour les États-Unis. Et je pense qu'il va obtenir cette meilleure position suite à l'échange qu'il y aura une fois qu'il aura été investi, l'échange qu'il aura avec le Mexique et le Canada. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une guerre économique entre les trois partenaires de l'année-là, donc Mhm. le Mexique, le Canada et les États-Unis. Je pense que ça va se régler d'ici facilement, je dirais 6 mois. 6 mois, 3 mois, ce Mhm. serait réglé. Maintenant, ça, sur la partie maintenant africaine, je pense que la perte de l'influence française en Afrique va augmenter. Je pense Mhm. que la situation ne va pas s'améliorer en termes du point de vue des Français, du point de vue de la France. En tout cas, ça ne va pas s'améliorer en termes de leur influence en Afrique. Je pense qu'elle va significativement avec Donald Trump s'aggraver, se détériorer. Au niveau maintenant du conflit ukrainien, russo-ukrainien, je crois que Trump va réussir à trouver un accord, à faire en sorte qu'il y ait un accord entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que d'ici un an, ce sera réglé. Pourquoi c'est important pour les États-Unis de faire comme ça? C'est parce que les États-Unis, Donald Trump notamment, veut tourner son regard vers l'Asie et le Pacifique. Il peut pas se permettre, s'il veut faire ça, d'avoir un conflit qui pompe énormément de ressources pour les États-Unis en Europe. Il a besoin d'avoir les mains libres pour le Groenland, il a besoin d'avoir les mains libres le canal du Panama, il a besoin d'avoir les mains libres pour se tourner vers Taïwan et toute la question chinoise. Et je pense qu'un conflit majeur en Europe, c'est pas du tout dans son intérêt. Donc je crois qu'il va réussir à obtenir un deal. Le dernier point sur le Moyen-Orient, je pense que Donald Trump va continuer une politique agressive envers l'Iran. Je ne vois pas Donald Trump avoir une politique différente de celle de l'administration précédente envers l'Iran. Je pense que la posture américaine envers l'Iran va se durcir sous Donald Trump. Et je ne suis pas trop certain de ce que je vais avancer, donc il faudrait plutôt le vérifier. Je ne connais pas la posture de Donald Trump au sujet de la question d'une solution avec deux États. Parce que c'est une des Mhm. questions, hein, entre Israël et la Palestine. Beaucoup de gens pensent que la solution finale, c'est qu'il y ait un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Les Israéliens n'en veulent pas. Enfin, la majorité, en tout cas ceux qui gouvernent actuellement ne veulent pas de ça, parce qu'un État palestinien veut dire que cet État aurait droit à tous les leviers d'un État, une armée, des partenariats stratégiques, des partenariats militaires avec d'autres nations sur cette terre. Et je ne sais pas la posture de M. Donald Trump sur cette question-là. J'ai tendance à penser qu'il va s'aligner derrière Israël. Donc, je En fait, n'attends pas de Donald Trump. Lors de Trump 1, Donald Trump avait clairement pris position pour une solution à deux États. Lors de Trump 1, qu'il avait Donald Trump, poussé. voilà. Bon, mais est-ce que sa position a évolué entre temps? Ça, Ça, c'est ce que c'est je ne quelque sais pas, chose parce qui que reste, c'est quelque pendant la chose qui reste à campagne, découvrir. pendant la campagne, il a maintenu le flou sur cette question précise. Il n'a jamais dit Voilà. vraiment est-ce qu'il est pour une solution à deux États comme Trump 1 ou est-ce qu'il envisage, ou il est plutôt du côté de l'autorité israélienne actuelle qui ne veut absolument pas l'entendre parler d'une solution à deux États. Ça, c'est le point clé. Mais je crois qu'il va Mhm. travailler très fort pour faire rapprocher l'Arabie Saoudite, l'Égypte d'Israël. Parce que s'il va faire Mhm. rapprocher l'Arabie Saoudite et l'Égypte d'Israël, il va réduire, on va dire, le potentiel de nuisance, ou du moins il va réduire significativement l'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Mais il ne faut pas oublier que l'Iran a une carte à jouer dans cette Mhm. réduction d'influence qu'elle aura au Moyen-Orient. Elle a une carte à jouer parce que l'Iran est en train de travailler très fort pour intégrer l'espace économique eurasien et de se connecter avec la Mhm. Russie, de se connecter avec d'autres pays comme la Bélarus, le Kazakhstan, tous les pays d'Asie centrale. L'Iran est en train de travailler pour développer ce pôle parce que je pense que les Iraniens anticipent qu'avec Donald Trump, leur influence au Moyen-Orient risquerait de baisser. On va dire, si le côté gauche, ça baisse, il faut qu'ils développent le côté droit, qui est le côté de l'Asie. Donc, je vois les Iraniens pivoter vers l'Asie, la Russie et le BRICS. Et je vois les États-Unis tenter de rapprocher fortement l'Arabie Saoudite, l'Égypte d'Israël. Mais pour que ça arrive, il faut forcément trouver un consensus acceptable
du côté de Gaza. C'est pour ça, je crois que son envoyé spécial a fait pas mal de pression pour obtenir un cessez-le-feu. C'est comme ça que je vois la politique étrangère de Donald Trump pour les 4 années qui arrivent. Merci beaucoup. Juste quelques petits rappels. On a eu un petit truc au début. Je réaffirme qu'effectivement, Donald Trump a gagné le vote populaire face à Harris. Voilà, il a effectivement, je sais qu'il y a eu un petit imbroglio au début et je continue de réaffirmer qu'il y a un journal israélien qui a titré que l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, que c'est lui qui a finalement été l'élément décisif dans les négociations du cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens, même si l'administration Biden ne voulait pas donner tout le crédit à Donald Trump là-dessus. Et je pense que Donald Trump revient avec Honoré qui nous disait aussi que c'était pas un landslide. Je pense que l'élection de Donald Trump cette fois-ci a été plus décisive qu'en 2016, même si on compte ne serait-ce qu'au niveau du collège électoral et même au niveau du vote populaire. Mais Lippi a raison, le mandat au niveau de la Chambre des représentants est beaucoup plus serré, avec la majorité de 3 ou 2 représentants même, je pense. Mais au niveau du Sénat, elle est beaucoup plus prononcée avec 53 contre 47. Ils peuvent se permettre de perdre 3 votes au niveau du Sénat. Et on sait que quand il y a égalité comme ça, c'est le vice-président qui, à un moment donné, peut venir jouer la balance. Oui. Alors, Vas-y. il y a un point, il y a la présidence de Donald Trump va être intéressante sous un autre aspect. Moi, j'entrevois, je me questionne en termes de leadership dans le Parti républicain. Est-ce que ce sera Vance ou ce sera Vivek? Je pense que cette présidence-là, il faudrait voir comment les deux personnages évoluent. Vance a pris un ascendant parce que le poste de vice-président, c'est quand même plus élevé, hein, c'est quand même plus élevé. Il est le représentant de Donald Trump en cas d'impossibilité de Donald Trump de gouverner. Mais faudra voir entre Vivek et Vance comment ça se présente pour la suite de Trump, parce que je ne vois pas Trump essayer de faire un autre mandat après. Il sera beaucoup trop âgé et Non, fatigué. Donc ça, c'est quelque chose. constitutionnellement, il peut pas, sauf si on changeait la constitution. Mais c'est qui va pas se passer de toute façon. Par Mais je contre, pense que constitutionnellement, c'est 2 mandats consécutifs qu'il ne peut pas, hein. Non, Je non, crois que non, c'est non, deux, non, c'est 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 2 mandats. mandats. C'est deux oui. mandats. Ok, Voilà, ok, c'est deux ok, mandats. Voilà. ok. Donc, Donc, la vérité. faudra observer j'ai envie de dire le duel, si on peut dire ça comme ça, Vance-Vivek Je voulais, pour la succession de Donald Trump. Je pense que tu as raison, mais moi, je voulais ajouter d'autres personnes dans ce duel. Je pense pas que ça sera forcément un duel. Je pense qu'il y aura, parce que là, en disant ça, c'est comme si on écartait déjà Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. On sait que ça a été l'un des principaux challengers. C'est vrai que Donald Trump les a tellement tous battus que il n'y avait pas, mais Ron DeSantis n'a pas dit son dernier mot. Il y a des gens aussi comme Nikki Haley. Est-ce qu'elle a dit son dernier mot? Mais je suis d'accord avec toi et définitivement, il faudra compter avec Vance et Vivek aussi. Qu'est-ce que tu en Oui, mais penses, Ino? juste pour finir innocent, ce qui est intéressant, c'est que on voit déjà du côté républicain des figures, mais du côté Mhm. démocrate, c'est quand même l'absence, hein. C'est quand même le vide, hein. Parce que Oui. là, après Kamala Harris, la génération Barack Obama et tout le reste, on voit plus forcément de très grands acteurs côté démocrate. Innocent va peut-être me contredire parce qu'il a une meilleure connaissance de la politique américaine, il est aux États-Unis. Mais là, côté républicain, j'entrevois, mais du côté démocrate, j'ai beaucoup plus de peine à lire le jeu politique intérieur. Oui, oui, et effectivement, JF, sur le côté démocrate, je partage totalement ta lecture. Hein. C'est totalement flou à ce moment-ci. Je crois que peut-être Honoré nous aurait aidé dans ce cas parce il a beaucoup d'informations internes du Parti démocrate dont il aurait pu nous éclairer sur les tendances futures. Euh, pour revenir, JF, tu as soulevé la question de la dualité Vivek-Vance qui, effectivement, j'y pensais hier, que finalement, là, en 2028, aux élections 28, en en 2028, 2028. Mhm. qui représentera le Parti républicain? Est-ce que ce sera Vivek? Est-ce que ce sera Vance? Est-ce que ce sera DeSantis? Parce qu'en fait, vous savez que Vivek va se porter candidat au poste de gouverneur en Ohio. Et je parie qu'il va gagner. Ce qui le met à un étage bien supérieur pour concourir au poste de président après. Et donc, du coup, je crois qu'avec Vance, si Vance est intéressé,
au poste de président, je crois que les deux, ça deviendra le duo, comme JF disait. Je crois que les deux vont pouvoir écarter DeSantis, malgré que DeSantis est une figure prominente. Mais Vivek est parti de zéro à devenir visible sur l'échiquier national. Maintenant, il est incontournable et Vance, avec son poste de vice-président, est aussi est sur un piédestal un peu plus élevé que lui. Est-ce que toi, tu rates déjà off Nikki Haley? Tu rates déjà off Nikki Haley? Non, Nikki Haley, elle n'a pas de poids. Elle est rejetée par la base. Okay, en fait, voilà, je garde un peu ceux qui sont ouvertement bien soutenus par la base solide républicaine. Voilà, la base solide républicaine soutiendra DeSantis, soutiendra Vivek, et puis Vance en tant que vice-président, s'ils font du bon travail, comme je projetais tantôt, il aura le soutien de la base. Et donc, ça deviendra, je crois que à la fin de la journée, sauf s'il y a d'autres changements, je crois que si Vance est intéressé, ça deviendra une négociation entre lui et Vivek sur le fait que, hey, Vivek, toi, tu penses que Trump un peu plus jeune que moi. Dans ce cas? Toi, tu penses que Trump soutiendra qui dans ce cas? C'est-à-dire que finalement, s'il voit Vance et Vivek se battre, il faudra à un moment donné qu'il endosse quelqu'un. Tu parles de celui que Donald Trump pourrait endosser? Oui, c'est ça que j'ai dit. Trump, je pense qu'il endossera qui? C'est peut-être trop tôt pour le dire. Oui, c'est tôt pour le dire, mais je pense qu'il va nécessairement endosser son vice-président. Je ne pense pas qu'il fera autrement. Du moins, ça, c'est ma lecture, quoi. Et puis, si tu permets, j'allais revenir un peu sur la notion de lead du Parti républicain au Congrès, surtout dans la Chambre des représentants. Il faut dire que le climat politique au sein du Parti républicain est totalement différent du premier mandat de Donald Trump. Le premier mandat de Donald Trump a montré à la population, à la base du Parti républicain, qu'ils avaient leur mot à dire, qu'ils pouvaient totalement bouleverser les cartes. Ce qui fait que même comme la différence du nombre de voix du Parti républicain est très réduite dans la Chambre des représentants, je crois qu'ils ont tout ce qu'il faut parce que la pression que la base met sur les élus républicains est énorme et significative. Chaque membre du Congrès sait qu'il marche sur des coquilles, que la base peut décider et puis il va sauter aux prochaines élections. Et ça ne rigole pas. Je crois que tous jouent un peu sur ces leviers-là parce que la population a pris le levier et le leur rappelle tous les jours. Il leur rappelle que vous ne soutenez pas Donald Trump dans ce qu'il est en train de faire. Sachez qu'en 2026, on vous met dehors. On l'a vu dans plusieurs affaires où Elon Musk a joué un rôle très important aussi lorsqu'il fallait voter le budget, la prolongation du budget, où il a pris la loi qu'il a mise sur X, et on a vu les populations commençaient à appeler leurs représentants à la Chambre, et ainsi de suite, et on a vu comment ça a basculé. D'ailleurs, ça a fait peur à certains démocrates qui se disent, waouh, c'est pas comme est-ce que Musk est le vice-président désormais? Mais c'est une nouvelle façon de gouverner. Jules Ferrand, d'ailleurs, on ne t'avait pas entendu dessus. Toi, en voyant cette façon, comment tu avais vu ça? Parce que c'est quand même des modes de gouverner qui sont assez extraordinaires quand même. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont réussir, que Vivek et Musk vont réussir dans leur administration, dans le département de la gouvernance efficace que Donald Trump a mis en place. Je pense qu'ils vont réussir, mais quand même, l'État américain, c'est une machine. C'est une machine, c'est un système. Donc, je crois que ils sont attendus. S'ils commettent une erreur, je pense que le retour du bâton sera vraiment, vraiment sera rude. Déjà que rien que ça, ils ont essuyé beaucoup de critiques, rien que d'avoir fait ça. Mais pour compléter ce que je disais à propos du pivot de l'administration Trump vers l'Asie, c'est de voir les relations acrimonieuses que Elon Musk, qui fait partie de l'administration Trump, est en train d'entretenir avec les dirigeants actuels, Keir Starmer au UK et Olaf Scholz en Allemagne. On voit quand même des échanges de paroles incroyables où il allait traiter Olaf Scholz de stupide
et cache ta mort de fou. Donc, quand un numéro, je veux dire, un numéro 6 ou numéro 7 de l'administration américaine parle comme ça de chef d'État en exercice en Europe, on peut s'attendre à des relations entre l'Europe traditionnelle, hein, et les États-Unis de Donald Trump plutôt difficiles. C'est pourquoi je crois qu'il y aura un pivot américain vers l'Asie et le Pacifique, Mais plutôt tu fais qu'un bien renforcement de la présence américaine en Europe. tu fais bien d'évoquer ça parce qu'on a aussi vu Thierry Breton appelant à ce qu'on sanctionne X dans l'Union européenne, le réseau social Oui, X, justement dû à ces relations-là. Moi, j'ai quand même trouvé ça lunaire de voir une Union européenne militer pour la censure. C'était quand même assez lunaire. Non. Oui, c'est vraiment dommage que des dirigeants de l'Union européenne se rabaissent au point de devoir passer par la censure pour résoudre des problèmes. Ça montre totalement la limite de leur administration. Je lisais un article il n'y a pas longtemps là. Je ne sais pas dans quel pays c'est, mais la caisse des retraites d'un pays, je crois bien européen, parce qu'ils n'aiment pas Elon Musk, ont vendu toutes leurs actions dans Tesla. Et après avoir vendu, le coût de Tesla s'est doublé et ils ont perdu tous les bénéfices qu'ils auraient pu avoir avec Je pense que c'est en avec, Allemagne, hein. C'est en Allemagne ou voilà. quelque chose comme ça. J'ai lu ça, mais moi j'ai trouvé ça idiot parce que C'est total. C'est même plus que idiot parce que finalement, c'est quelqu'un qui met un peu ses émotions personnelles dans la gestion du bien public. Et là, le bien public, on est en train de parler de la retraite des gens qui ont travaillé dur pour gagner cette retraite. voilà, c'est un fonds de pension allemand en fait. C'est un fonds de pension Voilà. allemand qui protestait le fait qu'il ait soutenu un parti en Allemagne, ils ont décidé des actions qu'ils avaient achetées dans Tesla de les revendre à un prix. Oui. Mais écoutez, vous êtes chargé pour gérer l'argent des gens qui ont cotisé ou pour faire de la politique. Et pour faire de la Si vous... politique, exactement. À un moment donné, il faut séparer les deux. Parce que là, Donc, on est en train de gérer l'argent des gens qui ont travaillé dur pour cotiser. Le seul objectif, c'est que cet argent produise pour leur permettre de vivre une retraite paisible le moment venu. C'est tout. absolument. Donc, mais je pense qu'on vit aussi dans un monde qui sera de plus en plus politisé. C'est peut-être là où Jules Florence, c'est peut-être là où tu disais qu'Elon Musk et Vivek doivent aussi faire attention. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Ino qui disait ça, qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop loin non plus dans leur Oui, coupe et dans leur... les deux nous avons dit, oui, les deux nous avons dit ça, là, effectivement. Oui, oui. Et je pense que je pense qu'ils mesurent, je pense que c'est deux personnalités qui écoutent attentivement les commentaires des gens. Par exemple, quand ils partaient au début, ils partaient pour une coupe de 2 trilliards de dépenses publiques. Maintenant, ils ont réduit à 1 trilliard. Et à mon avis, je pense que le 1 trilliard est beaucoup, beaucoup plus raisonnable et plus. On peut atteindre ces objectifs-là sans pénaliser le budget. Parce que 2 trilliards au départ, c'est toujours réalisable. Quand on regarde un peu où va dans les trous, l'argent qui va dans les différents trous noirs que personne ne peut expliquer, c'est possible de réaliser une coupe de 2 trilliards. Mais si tu fais cette coupe de 2 trilliards, tu vas aussi pénaliser le budget et donc tu vas pénaliser la population. Mais 1 trilliard, en regardant toujours ces trous noirs où vont de l'argent, je pense que c'est réalisable sans rien pénaliser du fonctionnement du gouvernement et des différents financements du gouvernement qui vont directement en faveur des populations et des autres États. Je pense que c'est totalement faisable. Mais merci beaucoup, les gars. On a véritablement discuté. Et écoute, on va suivre, on va voir les premiers pas de Donald Trump. On reviendra peut-être ici pour discuter de ça. Mais ce dont nous on rêve aussi, hein, et c'est vrai que tu l'as dit, non, c'est de nous engager parce que on va le dire ici, Jules Florent, je ne trahis pas en secret, hein, ou bien c'est peut-être à toi de. On a quand même des jeunes comme Jules Florent qui essaient de s'engager dans les politiques africaines pour essayer de faire bouger les choses. On a vu toi-même qui nous dit aussi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut qu'on passe des grands discours à la parole aussi à un moment donné. On espère que d'ici en Ça, c'est mon 2020, discours. voilà, en 2025, on va essayer de contribuer à cela au moins. Donc, même, Jules Florent, merci. Écoute, grande émission, un grand show. De t'avoir comme ça, avoir ton expertise, de donner ça, ça a été très intéressant. Ino, comme toujours, accurate
Lippi aussi, voilà, c'était qui a eu très intéressant. En tout cas, merci beaucoup et merci à ceux qui nous ont suivis et à la semaine prochaine.